Bonjour, c'est Céleste. Bienvenue dans cette nouvelle exploration, dans cette nouvelle aventure que nous allons partager et imaginer. Parmi les illustres voyageuses du temps et de l'espace, il y en a une dont j'aimerais beaucoup te parler. Cette charmante petite dame possède une très grande expérience de l'exploration universelle. Elle s'appelle Villia. Son âge est un véritable mystère. Ce qui est sûr, c'est que Villia a bien plus d'une centaine d'années. Là d'où je viens, cette voyageuse au parcours exemplaire est très réputée. Lorsque l'on mentionne son nom, on évoque toujours nombreux de ses succès, en tant qu'exploratrice ou en tant que magicienne. Je vais te raconter aujourd'hui l'un d'entre eux. Mais avant cela, mets-toi en position de relaxation. Je te conseille de t'asseoir confortablement ou de t'allonger si tu en as envie. Tu peux te mettre sur le dos ou sur le côté. Choisis ta position préférée, celle où tu te sens le mieux pour te reposer et pour écouter ce que je vais te raconter. Je te laisse t'installer confortablement. Pour bien imaginer l'aventure que nous allons partager dans quelques minutes, je te conseille de fermer les yeux. Cela va t'aider à te laisser aller. Maintenant que tu es installé, et pour bien ressentir la détente dans tout notre corps, je te propose que nous respirions ensemble 3 fois. Nous allons inspirer de l'air par le nez, retenir cet air pendant 2 secondes avant de le relâcher doucement par la bouche. Concentre-toi sur ma voix. Allons-y. On inspire maintenant l'air par le nez. On retient 1-2 secondes. On souffle doucement. Encore. On inspire. On retient 1-2 et on souffle. Une dernière fois. Inspire. Ton ventre se gonfle. Retiens 1-2 et souffle. Ton ventre se dégonfle. C'est très bien. À présent, nous pouvons respirer normalement. J'espère que tu es plus détendu. Si tu sens des petites tensions dans ton corps, tu relâches. Maintenant que nous avons respiré, nous cherchons le calme, l'apaisement et partout autour de toi, tu peux te laisser aller. Laisse-toi également porter par ton imagination, car nous sommes prêts pour l'exploration du jour. L'histoire se déroule quelque part dans notre galaxie, sur une planète située à une centaine d'années-lumière seulement de celle d'où je viens. Cette planète ressemble à quelques détails près un peu à la Terre. Elle s'appelle Yimkibis. Nous pouvons trouver sur Yimkibis des montagnes, des rivières, des forêts, des océans, des îles, mais surtout beaucoup de vallées. La vallée dans laquelle je t'invite aujourd'hui et dont les terres sont cultivées par le peuple des Kidam est la très belle et très luxuriante vallée d'Oméose. À chaque venue au monde du premier enfant de la famille royale, la tradition conseille de faire pousser dans le jardin du palais un arbre unique et éternel, le linarum. Mais attention, il ne suffit pas d'être un très bon jardinier pour faire germer une graine de linarum. Il faut en effet en plus un brin d'espoir, une goutte de magie et un petit grain de folie.
Chaque lendemain de première lune, le peuple des Quidam se réunit sur la grande place principale de la cité, afin de vendre, acheter ou troquer toutes sortes de produits des vallées voisines. Un de ces matins, Vilia avait chargé Mélisse, son apprenti druide, de s'y rendre, afin d'acheter quelques fruits que l'on ne trouve nulle part ailleurs que dans la vallée d'Oméose, des pommes roses. Tandis que Mélisse cherchait un marchand de pommes roses, l'un des conseillers du roi, Aios, se présenta parmi la foule et fit une annonce. « S'il vous plaît, un peu d'attention, je vous prie. J'ai un message à vous transmettre de la plus haute importance provenant de notre bon roi Aios. » Très cher peuple, afin de célébrer la naissance de notre enfant et comme le veut notre vénérable tradition, demain, aux premières lueurs, nous ouvrons avec la reine les portes du palais à tous ceux qui pensent pouvoir faire germer une graine de linarome. Chaque participant se verra attribuer une parcelle du jardin du palais ainsi qu'une graine de l'arbre éternel. Celui ou celle dont la graine germera pour la naissance de notre enfant se verra récompensé à la hauteur de ses efforts. Je vous remercie pour votre attention, ô peuple des Quidam, espérant vous voir nombreux demain. Votre dévoué roi, Aios. Le courrier du roi suscita quelques réactions parmi la foule. Certains déclaraient la mission irréalisable. Mais c'est impossible. Mon père, mon grand-père, Le mien aussi. mon arrière-grand-père s'y sont déjà essayés. Aucun d'entre eux n'a réussi à faire germer cette graine. Un total échec. Je crois même que jamais personne de la vallée n'y est arrivé. Oh, mais c'est qu'il faut avoir plus que la main verte pour faire de cette graine un linarome. Ça, c'est vrai. Et de là à le rendre éternel, oh non, je vous le dis, c'est impossible. Oh, il a raison, c'est impossible. Il faut être fou pour le faire. D'autres, en revanche, montraient plus d'intérêt. Moi, je pense qu'avec un peu de chance, elle peut germer, cette graine. Oh, moi, rien que pour la récompense, je tenterai bien. Est-ce que tu imagines, toi, si le roi nous offre une invitation à dîner ? Et pourquoi pas? Il paraît que le gagnant est ensuite considéré comme un membre de la famille royale. Moi, je parie que la récompense est une de ces parures en saphir que porte la reine. Oh, ça tirait bien. Mélisse, intrigué et curieux, avait prêté une oreille attentive à tout cela et demanda quelques renseignements à un commerçant Quidam concernant l'arbre éternel. Ce dernier lui répondit qu'une grande connaissance des plantes était indispensable, mais qu'il fallait surtout avoir quelque chose en plus, quelque chose d'unique, qui, selon lui, s'apparente à de la magie. Aussitôt, Mélisse sentit le besoin d'informer Vilia. À vive allure, il remonta les flancs de la vallée pour retrouver le lieu où Vilia et lui vivaient. Une fois la plaine et la forêt traversées, il atteignit enfin la clairière où reposait leur havre de paix. Entouré d'un vaste jardin florissant et verdoyant, le chalet de Vilia émerveillait rien qu'à le regarder. Un magnifique ruisseau coulait près du foyer. Mélisse, quant à lui, logeait dans une cabane qu'il avait pris soin de se construire lui-même, entre deux chênes. Une cabane pas vraiment spacieuse, mais très confortable. Avant de rejoindre Vilia, il alla saluer l'Elcidre de la vieille dame, Yoki, qui broutait paisiblement. Les Elcidres sont de légendaires créatures de la planète Yimkibis. Ils ont l'esprit vif et un corps robuste. Ces grands animaux majestueux sont dotés de rayures dorées scintillantes. Je dois également préciser qu'ils ont en plus la particularité d'avoir des ailes. Yoki
fidèle compagnon de Vilia, avait vécu auprès d'elle bien des aventures, extraordinaires même, à travers toute la galaxie. Depuis que Vilia avait élu domicile sur les hauteurs d'Homéose, il vivait ses vieux jours, tranquillement. Mélisse s'occupait très bien du vieil Alcidre, qui appréciait quand le jeune garçon lui jouait de la musique ou revenait du marché. Salut mon vieux Yoki, devine ce que je t'ai ramené. Une pomme rose, toute fraîche d'Homéose. Tiens, je ne peux pas rester plus longtemps avec toi car j'ai une grande nouvelle à annoncer à Vilia. Mélisse la retrouva près du ruisseau. Vilia était occupée à méditer comme tous les matins. Mais pas n'importe comment. Elle flottait au-dessus de l'eau, calme et sereine. Mélisse avait à peine eu le temps de s'approcher que Vilia lui adressa, toujours les yeux fermés et suspendus dans les airs. « Bonjour Mélisse. Bonjour Vilia. Quelles sont les nouvelles ? Oh, eh bien, je viens t'annoncer que demain, je me présenterai devant la reine et le roi d'Homéose pour relever le défi de faire germer une graine de linarome. » Instantanément, les yeux de Vilia s'ouvrirent, comme si le mot « linarome » l'avait brusquement réveillée. Elle déplia les jambes aussi vite qu'elle le put et regagna la terre. La vieille dame repoussa sa longue tresse blanche en arrière et sans un mot prit le chemin du chalet. On aurait dit qu'elle courait presque, mais que lui arrivait-elle ? Mélisse ne comprenait pas cette soudaine réaction. Il n'avait jamais vu Vilia écourter sa méditation. Il la suivit à l'intérieur du chalet. Là, Vilia marmonnait avec un enthousiasme particulier des choses que l'on comprenait à peine. Juste en les désignant du doigt, elle rassemblait maintenant au milieu de la pièce une grosse valise et quelques-uns de ses habits qu'elle prenait soin de choisir. Des cristaux voltigeaient aussi à travers la pièce. Elle en sélectionnait quelques-uns. Des agates, quelques citrines et un gros cristal de roche à la couleur étincelante. Puis, comme prise d'un doute, elle s'arrêta net. Les éléments s'étaient même figés en l'air. Mélisse saisit alors l'occasion de lui demander ce qu'il se passait, mais d'un geste de la main, elle l'interrompit, concentrée sur sa pensée. Elle était en plein questionnement. Puis, elle sembla trouver une réponse. Alors, tout ce qui s'était figé reprit vie et entra dans le sac de la vieille dame. Elle désigna pour finir un étrange flacon dans lequel se trouvait un liquide dont personne ne saurait deviner la composition. Une potion sûrement dont seule Vilia avait le secret. Une fois le flacon rangé à l'intérieur de la valise, celle-ci se boucla toute seule. Vilia se tourna enfin vers Mélisse et lui dit ceci. « Mon cher garçon, tu n'es pas encore prêt pour faire germer une graine de linarome. Il te faut encore apprendre certaines choses. » Mais Vilia, avec toi, j'ai acquis un grand savoir concernant les plantes. Oh, oh, oh. Il ne s'agit pas uniquement de savoir, mon garçon. Tu as, c'est vrai, une très grande connaissance de ces choses-là pour ton âge, et c'est formidable. Mais le linarome demande plus que des connaissances. Oui, je sais, de la magie. Mais je me suis dit que tu pourrais m'apprendre quelques trucs avant demain matin. Vilia haussa les sourcils et se mit à rire joyeusement. Ça n'est pas en une nuit, Mélisse, que tu peux apprendre à faire germer une graine de linarome. Mélisse baissa la tête. Les larmes lui montaient aux yeux. Il était déçu. Vilia s'approcha de lui prit la main et releva son menton. Elle le regarda dans les yeux et le rassura. « Allons, allons, Mélisse,
Ne sois pas déçu. Il te faut accepter de devoir grandir pour acquérir certaines choses. Ce que je vais t'enseigner à partir de demain sera l'une de tes plus grandes leçons. C'est une occasion inouïe qui se présente à nous, crois-moi. Elle lui fit un clin d'œil et se mit à danser. Sa joie était contagieuse. Mélisse se mit à sourire et à danser avec elle. Il savait qu'il pouvait lui faire confiance. Mélisse avait beaucoup d'amour pour Vilia, comme un petit-fils pour sa grand-mère. Elle l'avait recueilli alors qu'il était encore bébé. Elle lui enseignait depuis qu'il était en âge de comprendre les grandes lois naturelles et universelles. Et bientôt viendrait la magie. Le lendemain, 1 heure avant l'aube, Mélisse attela Yoki, le chargea de quelques provisions et de la lourde valise de Vilia, ce qui avait l'air de surprendre un peu l'animal. Mélisse lui expliqua la situation. Les oreilles de Yoki se redressèrent et heureux, il se présenta déjà sur le chemin du départ. Oui, parce qu'il adorait descendre dans la vallée pour 2 raisons. La première, les pommes roses. La deuxième, parce que même s'il n'appréciait pas particulièrement la foule, il s'amusait toujours du regard émerveillé que lui portaient les enfants. Yoki était différent des autres Elcidres. Il avait certes des rayures dorées, mais le reste du corps bleu. Un bleu magnifique. Il était unique. Et malgré son âge, Yoki avait encore une très belle allure. Vilia avait exceptionnellement avancé l'heure de sa méditation. Elle pouvait donc les rejoindre. Il lui restait toutefois une dernière chose à faire. Durant leur absence, elle préférait rendre invisible, oui, invisible, tout l'espace dans lequel ils vivaient. Elle posa alors une main sur son front, chuchota une formule, et d'un coup, le jardin, la cabane et le chalet disparurent. Vilia se tourna vers ses compagnons et déclara « Allons-y, mes amis !» Mélisse aida Vilia à grimper sur le dos de Yoki et préféra marcher à leur côté. C'est dans l'air frais du matin qu'ils arrivèrent aux portes du palais d'Homéose. Mélisse était très fière de les franchir pour la première fois. Vilia et Yoki semblaient eux moins impressionnés. En effet, ils avaient déjà vécu ce moment, à la naissance du roi Aios lui-même. Mais Vilia n'était pas parvenue à ce que germe la graine de l'Inarome. Elle souhaitait donc relever à nouveau le défi. La reine Idrim, le ventre arrondi, et le roi Aios accueillirent chaleureusement leurs invités sur une terrasse très joliment décorée, qui donnait vue sur le jardin du palais. Même si Vilia connaissait le roi Aios, lui n'en avait aucun souvenir. Il s'étonna même qu'une vieille dame veuille participer. La reine Idrim, quant à elle, accorda à Vilia une confiance presque immédiate. Venu le moment des inscriptions, les participants étaient peu nombreux, 5 seulement. Vilia demanda si Mélisse pouvait assister à l'épreuve, sans qu'il n'intervienne, bien sûr, dans la réalisation du défi. On lui accorda cette faveur à condition de les surveiller, ce que Vilia accepta volontiers. Ensuite, on indiqua aux participants les parcelles du jardin qui leur étaient attribuées. Il n'y avait pas de doute à avoir. Toutes les parcelles étaient identiques.
puis on leur fit découvrir leur logement provisoire. Enfin, la reine et le roi les invitèrent à déjeuner et à profiter des lieux comme bon leur semblait durant le reste de la journée. Pour chacun de nos amis, la première nuit au palais fut très douce. Le lendemain matin, après un petit déjeuner copieux, Mélisse retrouva Vilia près de la fontaine du palais. Elle terminait sa méditation du matin. Vilia lui expliqua que durant toute la durée du défi, ils ne pourraient pas se parler et que par conséquent, l'enseignement se ferait uniquement par l'observation. On annonça le début de l'épreuve. La reine et le roi, ainsi que leurs conseillers, retrouvèrent les 5 participants à l'entrée du jardin. À chacun fut confiée une graine de linarome. Le roi Aios leur souhaita bonne chance et la reine, en guise d'encouragement, distribua à chacun un porte-bonheur. C'était un petit médaillon en argile blanche que la reine Idrim elle-même avait sculpté. Tous regagnèrent leur parcelle et sous l'œil attentif de Mélisse, et tandis que les autres commençaient à planter leurs graines dans la terre, Vilia, elle, gardait la sienne dans ses mains. Elle semblait même lui parler. « Ô toi, graine de linarome, en ta naissance, j'espère. En ta force de vie, je crois. En ton éternité, j'ai foi. » Vilia disposa ensuite ses cristaux en cercle sur sa parcelle, fit un trou au centre, déposa la graine et la recouvrit de terre. Elle sourit, puis estima que cela suffisait pour aujourd'hui. Sans l'arroser et sous les yeux étonnés de tout ce qui l'entourait, elle quitta le jardin. On ne revit Vilia sur sa parcelle que 28 jours plus tard. Vilia s'apprêtait à dormir près de sa graine. Elle se manifesta avant la tombée de la nuit. Elle pénétra à l'intérieur du cercle de cristaux et versa 7 gouttes de son mystérieux flacon à quelques endroits précis. C'était une nuit très particulière que l'on appelle nuit blanche. Lors des nuits blanches, la première et la deuxième lune de Yimkibis éclairent intensément la planète. On pourrait croire qu'il fait jour. Selon la légende, il n'est pas recommandé de sortir les soirs de nuit blanche. On dit même « Montre-toi à la première et à la deuxième lune et tu connaîtras l'infortune ». Mais cela ne dérangeait absolument pas le sommeil de Vilia. Elle dormit même cette nuit-là paisiblement. Le matin qui suivit, l'un des participants qui avait beaucoup misé sur les effets de cette nuit blanche sur sa graine fut découragé en voyant qu'elle n'avait toujours pas germé. Il abandonna l'épreuve. Suivi de 2 autres encore, lorsque s'enchaîna la redoutable étape du climat instable. C'est une étape que peu réussissent à traverser, car il est difficile de supporter les changements de température soudains et le temps qui varie fortement. C'est une série de jours pénibles où s'alternent pluie, vent, chaleur, neige, orage, grand brouillard. Mais rien ne semblait déstabiliser la persévérance de Vilia. Le roi était très impressionné par le courage de la vieille dame. Il n'aurait jamais imaginé qu'elle tiendrait jusque-là, encore moins durant cette épreuve si éprouvante. Malgré les averses, la canicule, les coups de tonnerre ou le froid, Vilia se rendait près de sa graine, procédant chaque jour au même rituel. On la voyait agiter des clochettes au-dessus de sa parcelle, danser et entonner un chant dans une langue que personne à Homéose ne connaissait. Biaka vomahue, biaka dohame huhaye.
Hokiwa Mahadohue Hokiwa Imamayake Mélisse était émerveillée par l'énergie de Vilia. Elle avait raison. Il n'aurait pas été prêt pour relever le défi. Hokiwa Mahadohue Hokiwa Imamayake. Un matin où le climat était redevenu plus stable, la reine et le roi se rendirent dans le jardin du palais et annoncèrent aux 2 derniers participants la grande nouvelle. Leur enfant allait bientôt naître. Les conseillers du roi s'approchèrent pour examiner les 2 dernières parcelles. On prenait des notes, on discutait à voix basse. Si le dernier participant paraissait très fatigué et nerveux, Vilia, elle, était en pleine forme. On aurait dit que même Yoki à ses côtés souriait. Elle invita la reine et le roi à s'approcher d'eux. « Venez, venez. Oh, je me réjouis de cette fabuleuse nouvelle. C'est pourquoi je suis si heureuse de vous accueillir à l'ombre de ce beau linarome. » On regardait Vilia avec curiosité. Elle désignait quelque chose que personne ne voyait. Elle poursuivit. « Alors, cher Royos, que pensez-vous de son feuillage? Bien vert, n'est-ce pas? » Le roi n'avait pas l'air de comprendre la question. « Et vous, chère reine, sentez-vous le parfum délicat de ces fleurs? » La reine ne sentait évidemment aucun parfum, mais elle était très amusée par le comportement étrange de Vilia. En tout cas, mon bon vieux Yoki adore ce parfum. Pas vrai, Yoki? On voyait maintenant Yoki humer l'air, comme si lui sentait quelque chose. Tandis que Mélisse rigolait de la situation, les conseillers du roi conclurent à l'unanimité. Ça y est, Vilia était devenue folle et elle avait contaminé son Elcidre. La nuit blanche, sans doute, qui l'avait rendue zinzin. Ou alors que les changements de température lui avaient donné des hallucinations. C'est sûr, pour eux, Vilia perdait complètement la boule. Peut-être a-t-elle reçu la foudre? Oh, c'est sûr même. Et son Elcidre qui sent les fleurs, n'importe quoi. Elle a perdu la tête, c'est sûr. Moi je pense que c'est la nuit blanche. Oh, vous avez raison. Vilia sortit enfin de sa poche le médaillon offert par la reine, le déposa au pied de l'arbre, toujours invisible aux yeux des autres, et proclama « En ton éternité, j'ai foi. » Et puis, aux premières heures du jour qui suivit, on remarqua sur la parcelle de Vilia, à l'endroit où elle avait planté la graine, une petite tige verte sortir de terre. On l'annonça à la reine et au roi qui furent absolument enchantés de la prendre. Leurs conseillers, eux, n'en revenaient pas. C'était incroyable. Celle qu'ils estimaient folle dingue la veille avait réussi. Mieux encore. Au soir de ce même jour, on annonça la naissance de l'enfant du couple royal. Ce fut un garçon que l'on prénomma Hippoé, qui signifie en langue kidam espoir. Toute la vallée était en liesse. Venu enfin le moment de la récompense. Le roi Aios remit fièrement dans les mains de Vilia un superbe billet doré. C'était un billet d'exploration pour la destination de son choix à travers la galaxie. Vilia
choisi Nébule Rose, la planète d'où je viens. C'est sous le regard admiratif de tout le peuple des Kidam que Vilia, Mélisse et Yoki quittèrent la vallée d'Oméose. En chemin, Mélisse raconta tout ce qu'il avait retenu de cette expérience, ce qui l'avait ému, amusé, étonné. Vilia écoutait silencieuse et enjouée. Mélisse avait compris qu'il ne suffisait pas d'avoir des connaissances pour réaliser de grandes choses, mais que notre attitude et nos pensées étaient aussi importantes. C'est en arrivant à la clairière que Vilia se tourna vers lui et conclut. « Retiens ceci, mon garçon. Tu pourras réaliser de grandes choses en transformant l'impossible en possible grâce à ton imagination, ta joie et tout l'espoir que contient ton cœur. » Elle mit ensuite une main sur son front et chuchota une formule. Le jardin, le chalet et la cabane réapparurent. C'est ainsi que s'achève mon histoire et que nous quittons la planète Iyim-Kibis pour revenir ici et maintenant. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et que cela t'a permis de voyager. Il est temps pour moi de te souhaiter de bien t'amuser, de t'encourager à rêver et à rire jusqu'au ciel. À très vite.